Bien, messieurs, dames, chers amis, bonjour. C'est moi qui vais animer cette table ronde que j'ai préparée avec Eunice Charazdi et Séverine Magua. Et nous avons imaginé les questions qui vont vous être posées, que vous connaissez vaguement déjà un petit peu. Il n'est pas question de prendre qui que ce soit au dépourvu. La table ronde va parler bien sûr de traduction théâtrale et avec en toile de fond bien sûr le public qui nous intéresse aujourd'hui, les jeunes et le théâtre pour la jeunesse. Séverine Magua qui vient de Paris, angliciste, comédienne de formation, pardon, voilà. Elle s'adonne à la traduction théâtrale, c'est son travail. Elle travaille depuis 1992 au sein de la maison Antoine Vitesse. Elle traduit, elle représente en France de nombreux dramaturges. Daniel Keane aux éditions théâtrales, nous avons vu des représentations de ses œuvres ici, et le théâtre pour enfants de Mike Kenny aux éditions Actes Sud. Elle traduit bien d'autres écrivains, mais nous avons mis ces deux en avant dans différentes maisons d'édition pour le théâtre. Vous êtes dans l'éclectisme théâtral, tant du point de vue des éditeurs que du point de vue des auteurs. Vous avez aussi co-traduit la correspondance d'Édouard Bon. Voilà, mais ce sont des choses aussi, des textes importants pour comprendre le théâtre. Et tout récemment, votre traduction de Phaedra's Love de Sarah Kane a été créée à l'Odéon à Paris, Théâtre de l'Europe, jouée par Isabelle Huppert. Et joué en français au Barbican de Londres. Et donc on est en plein dans notre problématique des échanges de langue. Surtitré en anglais. Et vous avez reçu en 2006 le Molière de la meilleure adaptation d'une pièce étrangère pour la version de Browning de Terence Rattigan. Ça c'est Molière qui dit adaptation, c'était une traduction, mais ça on en reparlera. Intéressant aussi pour notre propos. Et puis en 2013, vous avez le prix de la traduction des Journées de Lyon pour brûler des voitures de Matt Hartley, dont vous devenez l'agent, dont vous avez aussi cette autre fonction, la traductrice dans la transmission aussi bien par les textes que des personnes. Stéphane Jouberti, nous vous avons vu tout à l'heure à l'écran nous raconter l'histoire de la rivière. Ça nous a beaucoup comme les enfants à qui vous parlez. Qui n'a rien à voir avec Deux Passages. Non. Vous avez compris que c'était pas un extrait de Deux Passages. Non, c'était pas un extrait. Non, c'était un passage qui nous a... Alors pour tout vous dire, en fait, je racontais la première histoire que j'ai écrite quand j'avais 8 ans. Voilà, oui, très très précoce, effectivement. Et oui, donc quand j'avais eu 8 ans, j'ai écrit plein de petites histoires dont je ne me souviens absolument plus. Mais celle-ci, la première, je m'en souviens très bien, et régulièrement je la raconte. Comme ça. Déjà, ça nous fait passer un bon moment. Ça nous a fait passer. Comédien de formation, auteur de théâtre, mais vous êtes toujours comédien. Vous menez ces deux carrières parallèlement. Vous avez écrit beaucoup d'œuvres qui ont été pour beaucoup primées, avec des aides, des bourses et des aides d'encouragement à l'écriture de théâtre pour les falaises. Vous avez eu de nombreux prix pour Yael, Toutavel ou l'enfance de l'art. C'est une des deux pièces qui est recommandée pour nos collégiens par le ministère de l'Éducation nationale. Donc,
Il n'est pas étonnant aussi de vous retrouver avec nous aujourd'hui. Vous avez été nommé au Molière pour le meilleur spectacle jeune public en 2007. Nous sommes dans nos problématiques. Vous avez eu prix de littérature dramatique et le prix Colidrame. C'est aussi un projet mené avec les élèves. Non, j'étais finaliste. Finaliste. Oh, et voilà. Presque pareil. Mais Colidrame, c'est un dispositif pour les jeunes publics développé auprès des scolaires. Donc, on voit que votre travail est bien reçu par les enseignants et les élèves. Vous avez été sélectionné là aussi pour cette œuvre Jojo au bord du monde par l'Éducation nationale. Beaucoup d'autres récompenses. Je retiens aussi Un chien dans la tête parce qu'il a eu des prix qui concernent cette maison-ci, le TNT, et le conseil, alors on disait à l'époque le conseil général de la Haute-Garonne, actuellement conseil départemental, Un chien dans la tête. Le prix théâtre en page. Voilà, c'était le prix théâtre en page. Donc, il y a 2 ans. 2014. La politique a fait que changement, le prix n'est plus là. Mais toujours nous tenions Je m'en souviens bien, c'était il y a 3 ans. Et Daniel Keane avait eu la première édition. Et le Daniel Keane avait eu la première avec l'apprenti qui tourne partout. Ce prix avait du nez. Voilà, exactement, c'est bien. Voilà, et pour terminer, vous travaillez beaucoup avec des scolaires dans la région que vous habitez. Ah non, partout. Partout, non, mais en tout Pas cas, particulièrement dans... Non. Bon. C'est pas grave. Mais c'est ce que j'ai mis. Ah oui. Et puis vous donnez des cours d'écriture créative à la Sorbonne. C'est aussi un champ sur lequel nous aimons bien travailler avec nos élèves. À votre droite, Élise Ribaud, qui est professeure de lettres au lycée Raymond Nave à Toulouse, qui est arrivée dans l'académie il y a peu d'années, 2 ans, 4 ans, on va voir que le temps passe vite, c'est terrible. Et Élise Ribaud a une autre corde à son arc, elle enseigne le théâtre en enseignement de spécialité, donc au lycée Raymond Nave avec les élèves de première, terminale, donc de première, donc de terminale. Et donc elle va nous permettre de faire le lien entre les élèves d'école, du collège, le lycée, puis l'enseignement supérieur et la traduction, le texte. Et je remercie les collègues qui sont intervenus tout à l'heure, la dernière intervention, puisque mesdames, vous nous avez permis d'entrer déjà dans les débats qui vont être ici et qui vont poursuivre vos réflexions très intéressantes sur l'approche par des élèves du texte étranger. Est-ce qu'on le traduit, est-ce qu'on ne le traduit pas, comment le traduit-on, etc. Et pour terminer cette présentation, Antoné Lacape, qui est maître de conférence à l'Université Jean Jaurès à Toulouse, donc qui enseigne l'italien, la littérature et la traduction, avec des thèmes de recherche qui évidemment rejoignent les préoccupations d'aujourd'hui, même si vous débordez le théâtre, puisque vous travaillez aussi sur le roman policier italien, sur le roman et les nouvelles contemporaines, le théâtre et le cinéma italien, mais je ne sais pas si c'est en angle blanc ou en toile de fond, la langue, le plurilinguisme, voilà, dans la traduction, dans un sens et dans l'autre, comme vous aussi, du français à l'italien, de l'italien au français, dans ces allers-retours. Vous êtes aussi à l'Université Jean Jaurès, co-directrice de la collection bilingue Nouvelle Scène italien des presses universitaires du Mirail. Vous gardez le pub. Le pub. Voilà. Presse universitaire du Midi. Du Midi. Le Mirail, ça s'appelle le Mirail. Moi, je les ai le nom Mirail. Et donc, c'est un petit tour de passe-passe. Et vous êtes aussi responsable de la compagnie universitaire Chiasso. Oui. Voilà. D'où les volumes qui sont là, dont je pourrais éventuellement parler si vous êtes intéressés. Donc, la collection Nouvelle Scène qui ne concerne pas que l'italien, mais 7 langues directement. On est vraiment dans un univers linguistique élargi. Et c'est aussi important. Donc je vais peut-être lancer la première question.
Et on est parti d'une question qui est, semble-t-il, la plus évidente et la plus simple, puisqu'on parle de théâtre. Quelle est la spécificité de la traduction du texte de théâtre? Autrement dit, est-ce qu'on traduit un texte de théâtre comme on traduirait un texte narratif ou un texte poétique, pour ne m'en tenir qu'à ces genres littéraires? Est-ce que cette spécificité est abordée dans le cadre de l'enseignement, donc en réception? Alors, vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mesdames, à l'université, au lycée. Voilà. Quelle est la spécificité de la traduction du texte de théâtre? Et vous qui avez été traduit aussi, vous pourrez peut-être nous faire un retour de votre point de vue. Je vous laisse prendre la parole. Séverine. Très vaste question. Oui, L'essentiel. Oui. Après la réception dans les lycées, ça ne concernera pas. Le problème, c'est qu'on est autant de traducteurs, autant d'avis sur la question, donc c'est un peu, je vais moi vous dire ce que j'en pense. Déjà, on en avait parlé un peu au téléphone, je ne veux pas être trop spécialiste, enfin technique, mais il y a deux grandes écoles de traduction. Il y a les civilistes, ce qu'on appelle les civilistes et les sourcistes. Donc les traducteurs qui s'intéressent avant tout à la langue cible, donc la langue d'arrivée, le français. Il faut que la traduction soit la plus française possible, fluide. Alors, une expression que je déteste, c'est quand on dit qu'il faut que ça coule. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Ouais, d'accord. Parce que c'est pas du tout sonorisé. Voilà, d'accord, on y revient après. Le son est un peu sourd. Voilà. Ouais. Et puis il y a les traducteurs plus sourcistes qui s'intéressent à la langue source et qui pensent qu'il faut garder un peu de la langue d'origine dans la traduction. Alors pas pour autant en faire un calque, parce que ça devient insupportable, c'est pas jouable non plus. Mais c'est important qu'il y ait cette trace. C'est pas par hasard qu'on traduit une autre langue, et je pense que, en tout cas moi, dans la manière dont je traduis, alors c'est pas vrai non plus de toutes les pièces, ça dépend beaucoup du type d'écriture de l'auteur d'origine, mais je trouve intéressant de montrer que dans la langue française, finalement, que je finis par créer dans la traduction, il y a un petit quelque chose, c'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est qu'on se dise, tiens, mais un auteur français n'écrirait pas comme ça, directement. C'est-à-dire, moi, si j'écrivais, en tout cas, je n'écrirais pas directement en français. C'est toutes les contraintes de la langue anglaise, à cause de la structure, de la grammaire, qui me fait produire ce français-là, qui est peut-être un peu décalé. Alors, c'est parfois ce qu'on m'a reproché, on m'a dit, mais finalement, le texte que tu produis, toi, certains textes de Kim ont l'air plus singuliers en français qu'ils ne le sont en anglais. Et ils sont plus singuliers parce que j'ai voulu garder quelque chose de l'anglais. Alors ça, c'est un vaste débat. On en reparlera tout à l'heure. Mais bon, bref, ça dépend aussi des textes qu'on traduit. La grande chose au théâtre, je pense que c'est avant tout, on se dit toujours on traduit pour le plateau, on traduit pour des acteurs. C'est pas pour ça qu'on va rendre les choses, moi je le dis souvent, je ne veux pas que les choses soient confortables pour l'acteur forcément. C'est pas bien, il a à faire un travail, il a à s'approprier une langue. Et parfois, moi je travaille avec des comédiens, ah oui, moi ce mot je l'aime pas, ben tant pis, tu l'aimes pas. Je le dirai pas dans la vie, bah oui, ben justement, on n'est pas dans la vie. C'est d'ailleurs une question qui ne se poserait jamais sur le texte en langue originale. Voilà, alors ça peut quand même, moi récemment j'ai rencontré des auteurs français qui m'ont dit, mais moi aussi des fois ils questionnent aussi le texte français. Mais en traduction c'est très fréquent que les gens questionnent parce que c'est arbitraire. Nous on a choisi ce mot-là, un autre traducteur on a choisi un autre, donc pourquoi le comédien on ne choisirait pas un troisième? Mais bon, là, il faut être assez ferme quand on écoute l'histoire, après on écoute. Et ce qui aide, enfin moi ce qui m'aide beaucoup, parce que justement le fait que le texte va être porté par un acteur, vous pouvez aussi vous permettre des choses parce que vous savez que l'acteur avec sa verticalité sur scène, sa voix, va être capable de faire passer des choses qui seul, enfin je pense que ça laisse une liberté. On s'autorise plus de choses, je pense, parce qu'on sait qu'il va y avoir ça après, il va vers ce passage-là, il va s'approprier. Quelque chose, un terme qu'on emploie souvent et moi qui me hérisse un peu au théâtre, c'est tout le monde dit, ah mais au théâtre, il faut que la traduction soit vraiment orale, il y a l'oralité au théâtre. Ce qui me gêne, c'est que le texte est quand même avant tout écrit, et souvent très écrit. Les auteurs qui m'intéressent écrivent et sculptent leur langue, et je suis désolée, l'oralité c'est moi, là, on est en train de parler, et si on m'enregistre et qu'on réécoute, c'est très difficile. À ce moment-là, on joue plus Racine. Voilà, mais aussi, voilà, c'est quand même un texte, c'est très écrit le théâtre.
Donc c'est une fausse oralité, c'est pas bien. Alors moi, ce qui me guide, c'est pas l'oralité, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, c'est le rythme et la musique. Oui, mais c'est ça. Ça, Il faut définir oralité, parce que pour certains, c'est le respect d'un certain rythme, d'un souffle. Ouais. Voilà, il y a quand même à respecter oui, bien ça. sûr. Alors qu'on entend n'est pas la langue orale, voilà, on n'est pas la langue orale. pratiquer là en chevauchant. Ah oui, ça je suis tout à fait d'accord, mais dans ce cas on peut aussi l'écrire à U, parce que c'est l'oreille aussi, avant tout c'est la voix à l'oreille, on pourrait jouer là-dessus. Et souvent, voilà, je pense que moi ce qui me guide quand j'hésite entre deux solutions et tout, ce sera toujours c'est le rythme qui va guider le choix. Je me dis là il y a une syllabe en trop, donc je prends ce mot-là plutôt que celui-ci, parce qu'au niveau du rythme ça marche pas. Et voilà, et je pense que c'est en ça que traduire pour le théâtre est spécifique, puisque... Alors, après, ça relève de l'intime conviction de pourquoi on se dit, tiens, là, ça marche, là, je pense que j'ai trouvé la bonne... Des fois, on n'est jamais convaincu non plus, mais je ne sais pas ce qui nous... C'est très curieux. Qu'est-ce qui nous guide exactement? Je pense que dans l'acte de traduire, on se projette quand même plus ou moins sur un plateau aussi. Moi, je ne fais pas forcément... je dis le texte à voix haute, mais pas toujours. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui se joue, parce que j'ai fait l'expérience, je crois que je vous en ai parlé quand on s'est eu au téléphone. J'ai pu, moi, relire une traduction des années plus tard qui avait été publiée, et quand je l'ai lue, j'ai dit, oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas que je remettais en cause en disant, j'ai pas fait un bon travail, c'est simplement, ça me semblait extrêmement âpre, ardu, et je me disais, mais comment, c'est illisible, ce truc-là. Et j'étais totalement effarée. Et quand j'ai eu le metteur en scène, parce qu'il y avait une nouvelle production qui se mettait en place, il me dit on va vous poser des questions. Donc je l'ai relu. Et là, je dis mais c'est pas possible, ça marche pas. Il me dit si, je vous assure, sur le plateau, ça marche très bien. Et quand je l'ai entendu après, dit par les acteurs, je me dis oui, effectivement, il y a 5 ans, je ne m'étais pas trompée, mais avec le recul, c'était très bizarre. Ce qui m'a aussi interrogée en me disant mais alors qu'est-ce que je donne à lire aux gens? Est-ce que tous les gens vont se projeter sur le plateau? Tout le monde va dire effectivement c'est illisible. Donc c'est troublant, je ne sais pas trop. C'est un peu bizarre. Est-ce que tu as eu envie de retraduire? Sur le moment, je me suis dit oui, il faudrait, mais après ils m'ont convaincu que non. Et parfois quand je relis des épreuves, c'est pareil, je suis oh là là, mais c'est pas possible. Et quand je refais tout un travail, et finalement j'arrive à la solution que j'avais trouvée au départ. Et en me disant, ben non, ça marche. Mais bien sûr qu'on change quand on une retraduction, il faut toujours la refaire, oui et non. Mais oui, dans le sens où on peut toujours trouver mieux. Antonella, vous disiez que donc, le rythme, c'était aussi ce qui vous Si, intéressait. je suis complètement d'accord avec ce que disait Cécile. Il y a... l'anecdote que tu viens de raconter, c'est qu'en fait, on se rend compte que quand même la preuve du plateau est importante. Et donc si on traduit un texte de théâtre pour le publier seulement, il n'y a peut-être pas une bonne démarche à la base. Il faut quand même se le mettre en bouche, il faut quand même se l'imaginer. Et donc tenir en compte la présence de l'acteur, son corps, les gestes, tout ce qui va avec. C'est un tout, en fait, voilà. C'est là peut-être la spécificité du... Et dans le cadre des traductions que nous faisons, il y a beaucoup de traductions qui sont faites en collectif à l'université. Et c'est un peu ce que nous demandons aussi à nos étudiants, de se les mettre à la bouche, de se mettre dans le corps, de se lever, de l'essayer, de voir comment ça peut marcher. Parce que voilà, une syllabe de trop, parfois, un mot de trop, ça casse ce rythme qui était fabuleux dans le tac et tac de réplique de la langue originale et qui fait un blanc après, parce qu'on a bien traduit, mais voilà. Il y a effectivement tout un travail à faire, ça peut tenir toujours compte de ça, je pense. Après, j'aimais bien ce que vous disiez quand vous disiez qu'il ne fallait pas forcément non plus faciliter le travail de l'acteur, parce que c'est vrai que le travail de l'acteur, ça fait beaucoup. Et moi, j'avais entendu une émission, je crois que c'était Daniel Mesguich, on voulait lui faire dire que des fois on pouvait dire n'importe quoi avec la traduction et que ça ne donnait plus du tout le même texte. Je crois que c'était une pièce de Tchekhov, et donc traduite par Philippe Adrien et traduite par Marguerite Duras. Et donc en effet, ça donnait pas du tout la même chose. Et on avait voulu le piéger. On avait voulu le piéger un petit peu, et il a dit mais en fait c'est pas la traduction, c'est vraiment le travail de l'acteur qui pour moi donne différentes façons
de dire les choses, différentes façons de les parler et de les sentir aussi. Et donc, c'est vrai qu'on est entre le rythme du texte et le rythme du texte qui va peut-être paraître plus approprié au plateau, et en même temps le travail du comédien qui finalement peut-être avec un texte un peu ardu même au départ peut arriver à le dépasser, en faire quelque chose. Vos lycéens sont-ils sensibles à la spécificité de ce texte traduit? Est-ce qu'il leur arrive de travailler des pièces traduites quand même, Ouais. soit dans les programmes? Alors là, cette année, on travaille sur les Bacchantes de Ripil, et donc c'est la traduction de Mayotte et Bolac. Et c'est vrai que j'ai essayé de leur montrer, mais c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas le texte d'origine. Enfin, j'ai essayé de leur montrer certains passages parce qu'ils ont vraiment quand même fait eu le parti pris de faire de Dionysos une sorte de metteur en scène et de machiniste dans leur façon de traduire le grec. Donc par exemple, on parle des tours mirobolants de Dionysos plutôt que des miracles. Donc il y a plutôt des choix de traduction qui vont dans le sens d'une dimension métathéâtrale et pas plutôt que dans une dimension religieuse. Donc ça, j'essaie de leur faire sentir un petit peu, mais c'est pas évident quand même. Sur les Bacchantes, surtout sur le Ripil, c'est un peu compliqué. Je pense que sur Shakespeare, c'est plus facile déjà. Ouais. Il y a tout le substrat culturel et toute l'histoire d'une langue et d'une culture que sur le texte que vous citez. Ouais, c'est difficile. Mais c'est difficile, ouais. Par rapport à ça, moi, il y a deux choses par rapport. D'abord, en tant que comédien, je ne parle pas du tout anglais. J'ai joué une pièce de Pinter qui s'appelle Hot House, et le titre est Hot House, il n'a pas été traduit. Et très vite, c'est une longue pièce de Pinter, et les deux personnages principaux, c'est le directeur de cette clinique, ou de cette prison, on ne sait pas trop, et son second qui s'appelle Gibbs, qui est un être un peu étrange, qui devient finalement à la fin calife à la place du calife. Enfin, voilà. Et moi je faisais Gibbs, donc le second. Donc il y a beaucoup de scènes entre le patron et son second, dans le bureau notamment. Et en anglais, on regardait le texte original, c'était beaucoup de yes sir. Moi je disais no sir, yes sir, no sir. Et le traducteur avait mis oui monsieur le directeur. Non, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. Non, monsieur le directeur. Et intuitivement, donc je ne parle pas anglais du tout. Moi, je disais au metteur en scène, ça me fait bizarre, rythmiquement, il y a quelque chose qui colle pas. Et lui aussi, regardez, le metteur en scène, et finalement, il a pris la décision de couper monsieur le directeur. Donc chaque fois, je répondais, oui, monsieur. Non, monsieur. Et dans le ping-pong, avec le personnage, ben oui, soudain il y avait quelque chose qui s'échappait de ces petites répliques très sèches, très informatives. Oui monsieur, non monsieur, il y avait un sous-texte pour le coup là. Il y avait quelque chose de beaucoup plus tendu parce qu'il y avait une économie de mots et qui laissait beaucoup plus la place au spectateur finalement. Parce que le monsieur directeur, on savait qu'il était directeur, on l'avait compris dans la pièce. Voilà. Alors après, ça aurait été intéressant d'avoir l'avis du traducteur parce que c'était un grand traducteur. Pourquoi est-ce qu'il avait mis ça on ne sait pas. Voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la culture, là c'est plus en tant qu'auteur. Il y a une de mes pièces qui était traduite en allemand, et où les traducteurs ont eu beaucoup de mal, parce que justement il y a pas mal de références culturelles. Ce qui n'est pas du tout le cas, je crois, dans deux passages. Dans deux passages, il n'y a pas je pense pas qu'il y ait de références culturelles. Déjà, il n'y a pas de jeu de mots, des choses comme ça, très difficiles à traduire. Il y a un moment dans la pièce, il y a un personnage qui raconte qu'il a invité une fille à manger au resto, tout ça, et il dit, il raconte, ça s'est très mal passé en fait, et il dit, aux cacahuètes, elle était tout miel. La traductrice, elle dit, cacahuète, elle était tout miel. Et je lui dis, aux cacahuètes, ça veut dire à l'apéro, quoi. Et elle me dit, ah ouais, mais en Allemagne, on ne prend pas l'apéro. Et ouais, elle me dit, en Allemagne, on ne boit pas l'apéro. On passe à table directement, on ne boit pas l'apéro. Je dis, oui, quand on prend des cacahuètes. Elle me dit, oui, je comprends bien ce que tu veux dire, mais on ne prend pas de cacahuètes avec du Ricard en Allemagne, quoi. On ne boit pas l'apéro. Alors voilà, donc. Et voilà. Bon. Autre difficulté, avec moi elle était gâtée. C'est vrai que je mets dans la pièce, à un moment, le personnage est au RMI,
Aujourd'hui, ce serait le RSA. Mais c'était juste avant que ça bascule. Et RMI, dans la pièce, ça veut dire revenu magique d'insertion. Elle me dit, mais le RMI, qu'est-ce que c'est? Je dis, le RMI, tu sais, c'est le RSA maintenant. Ah oui, d'accord, mais nous, on n'a pas ça en Allemagne. Comment on traduit ça? Ah ben je dis, je sais pas, c'est pas mon boulot. Je n'en sais absolument rien. Donc elle a trouvé, parce que les Allemands ont un équivalent qui s'appelle, je crois, le U4, quelque chose comme ça. Il y en a qui parlent allemand ici, non? Le U4 qui est un peu l'équivalent du... Voilà. Mais elle m'a dit, par contre, ça sonne pas du tout pareil. Enfin, voilà. Et la dernière chose, il y en avait plein d'autres, c'était, il y a des personnages qui, dans la pièce, ne s'expriment qu'en citant Léo Ferré. Donc le gars, dès qu'il parle, il cite Léo Ferré. Elle me dit, décidément, je vais tourner les pages. Elle me dit, ouais, mais comment on fait? Parce qu'en Allemagne, on ne connaît pas Léo Ferré, hein, il n'est pas connu. Elle dit, moi je connais, mais il n'est pas connu comme en France. Elle me dit, il faut que je prenne l'équivalent allemand. Ah ben j'ai dit, écoute, sans doute. Donc elle me trouve un groupe des années 70, anarchistes, enfin, avec pas mal de points communs quand même avec Ferré, sauf qu'évidemment il n'avait pas la langue sublime de Léo Ferré. Et donc elle a remplacé, elle a fait l'essai, avec le second traducteur aussi, Franck. Et en fait elle m'a dit, ça marche pas, ça colle pas au niveau rythmique, au niveau je sais pas. Et donc elle a finalement traduit le texte de Léo Ferré en marquant dessous texte français de Léo Ferré. Voilà, donc là, pour le coup, on était vraiment dans une confrontation entre deux cultures. La langue est portant vraiment des ça, c'est un problème très aigu. Des visions, voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que justement, l'aspect, tu dis dans mes textes, il n'y a pas de connotation culturelle. Je ne suis pas d'accord avec toi, Stéphane. Non, je parle dans deux passages. Dans la cible, je ne suis pas d'accord avec toi dans deux passages. Ah, alors vas-y. Dans deux passages, tes personnages sont vraiment occidentaux dans la relation à la parentalité. Et je pense qu'il y a ce contenu culturel occidental dans la parentalité, justement la relation à la maternité, au fait que l'enfant soit pas l'enfant de la mère, comment c'est. Je crois que. Je parle pas du thème, hein. Je parle de la langue. Ah, tu parles de. Oui. Non, pas du thème. Je parle de la langue. Oui, mais même comment l'enfant peut recevoir ça, etc. Moi, je le vis vraiment comme une pièce occidentale. Tu vois, je pense que c'est plus facile. En dehors du fait que Léo Ferré, etc. Et ça, dans le projet Pièce ailleurs sans frontières, on a été confronté à des choses comme ça. Le regard sur la femme, etc., des choses, tu vois, parce en plus on a travaillé avec des élèves dans des quartiers où il y avait beaucoup de jeunes issus de cultures différentes, porteurs d'identités diverses. Et justement, on questionnait la parentalité dans ton texte. Justement, il y avait, enfin pour nous, il y avait des choses évidemment occidentales en tout cas. Tu vois. Oui, c'était juste une petite parenthèse. Oui, c'était plus par rapport à la langue, si par rapport au travail du traducteur, pas sur les thématiques. Voilà, ce que vous venez de raconter, c'était quasiment notre deuxième question, parce que nous nous sommes demandé, et je vous demande, s'il y a souvent, pas souvent, et quand il y a pourquoi, mais vous avez en partie répondu, des collaborations entre le traducteur, l'auteur et le metteur en scène. Donc j'introduis une troisième personne, aussi bien sur la question de la langue que sur la question de l'arrière-plan culturel, du contexte culturel qui est celui des pièces de théâtre. Alors, pour le récit, la poésie, on connaît des grandes collaborations entre traducteurs et auteurs, et le metteur en scène. Est-ce que ça vous est arrivé que des metteurs en scène viennent vous solliciter comme traductrice, comme auteur, en disant mais là, voilà, en français c'est ça, mais dans ma langue. D'autant que pour Vitesse, c'est la même. Vitesse, c'est la même chose. La mise en scène et la traduction, c'est une forme d'appropriation, c'est le même geste. Lui, il disait traduire, c'est déjà mettre en scène, mais il est metteur en scène. Moi, c'est vrai. Il traduisait pour ses propres mises en scène, donc il orientait déjà en fonction de ce qu'il voulait en faire. Donc c'est bien, en même temps, c'est assez juste. Et puis, moi, j'essaie de limiter ça parce que je suis justement pas metteur en scène. Le traducteur va interpréter
faut interpréter le moins possible. C'est pas à nous de le faire, c'est à l'acteur. Donc il faut laisser pour le sens le plus. Moi, je me souviens de ma toute première traduction de Keane. J'avais eu une expérience de comédienne avant. Je venais de là, je suis arrivée au théâtre par là, avant de découvrir ce que j'avais vraiment envie de faire. Hein. Et j'interprétais trop. Je me mettais à la place, et tiens, moi si j'étais la comédienne qui jouait ça, et ça n'allait pas, c'était pas assez fidèle à la langue, parce que moi je vais être le plus fidèle possible à la langue d'origine. Je me suis rendu compte de ça au fil des années quand même, je n'avais pas compris tout de suite. Et alors déjà par rapport à la collaboration avec l'auteur, moi je fais partie des traducteurs qui posent énormément de questions d'auteur, mais tout le temps, je questionne tout, j'interroge tout, je fais comprendre pourquoi j'ai ce problème-là avec la grammaire française. Même ce matin encore avec Keane, j'ai changé, il me dit « Oh, very French grammar », alors voilà. Et en même temps il me dit « C'est subtil, c'est très subtil ». Réplique n'avait pas le même sens si je mettais des gens ou les gens. En anglais, c'était people, je pouvais dire les deux. Et je lui dis, ça raconte tout simplement pas la même histoire, quoi, si je dis ça. Et donc je pose des questions, je fais participer. C'est assez plaisant, par exemple, sur l'apprenti, je me souviens. Je posais pas mal de questions où Daniel me disait, mais non, mais si tu me poses cette question-là, c'est pas une question de traduction, c'est la langue qui va passer. À moi de réécrire la réplique. Donc ça rendait soit la réplique encore plus compliquée à traduire, soit ça me donnait la solution. Ou je lui suggérais des choses. Donc ça, c'est fort. Quand ça se passe comme ça, il y a une confiance, c'est bien. Et les auteurs aiment plutôt ça, parce que ça leur révèle des choses sur leur écriture. Ou quand ils sont traduits dans plusieurs langues, la même pièce, ça les amuse beaucoup de voir les questions qu'ont posées le traducteur allemand. Et c'est pas du tout la même chose en général. Et moi, c'est vraiment, c'est plaisant. C'est pour ça que j'aime traduire des auteurs vivants, c'est parce que c'est ça, c'est l'avantage que nous avons quand nous traduisons des auteurs contemporains vivants, voilà, on peut questionner. Et on questionne et tout ça. Donc là, il y a cet aspect-là qui pour moi est essentiel, parce que j'aime avoir ces échanges-là avec les auteurs. Parfois, je les embête vraiment beaucoup, et je re-questionne, et j'hésite pas. Et alors avec les metteurs en scène, il y a toutes sortes de relations. Du meilleur au pire. Du pire au meilleur, on va aller voir. On a ce problème déjà nous sur l'anglais, c'est que tout le monde bredouille un peu l'anglais. Donc, on a ce problème que quand on découvre des textes, c'est petit aparté, nous, en tant que traducteurs, on est des découvreurs de textes et on les lit, on en lit plein, on essaie de les faire. Donc quand on tombe sur un texte formidable, si par chance les droits sont libres et qu'il n'y a pas déjà trois autres traducteurs qui s'y intéressent, on a envie de le faire découvrir, mais bon, ça prend du temps de traduire. Donc soit on se dit, je fais un premier jet qui va quand même me prendre minimum 15 jours, 3 semaines, et je commence à le faire circuler tout en disant, attention, premier jet à lire avec les... Soit je commence déjà à le faire lire en anglais. Là, personne lit l'anglais. Ah non, je ne peux pas lire en anglais, fais-moi une traduction. Et alors en revanche, quand les gens s'emparent d'une traduction et veulent la monter, là, tous les metteurs en scène. On peut avoir le texte anglais. On peut vérifier. Voilà. Donc là, tout d'un coup, tout le monde est capable d'à peu près donner son avis sur les questions. Et bon, c'est parfois fatigant, et parfois non, parfois ils veulent juste... Alors en général, ce qu'on entend, c'est mieux en anglais, oui. C'est mieux en anglais, il y a plus de rythme. Mais oui, parce que la langue anglaise n'a pas, c'est pas le même rythme du tout, la langue française. Donc on essaye de recréer quelque chose d'assez proche, mais le génie de la langue est différent. Donc oui, c'est vrai que ça sonne différemment. On n'a pas... L'anglais, c'est ça, par exemple. Bon. Et donc ça c'est ça. Après, ça peut être effectivement, on vient, alors les collaborations, c'est soit un travail à la table avec le metteur en scène, soit ensuite un travail à la table avec les acteurs. C'est toujours un peu compliqué, si la première séance c'était avec tout le monde, c'est la cacophonie, tout le monde dit, ah mais moi j'aime mieux ça, Après ça dépend aussi si le texte est déjà traduit depuis longtemps, s'il a déjà été mis à l'épreuve et si le metteur en scène a juste une petite question. Quand c'est une traduction, une pièce qu'on traduit pour un metteur en scène qui nous demande une traduction, là la collaboration peut être... Moi notamment j'ai une collaboration de travail avec un metteur en scène qui s'appelle Arnaud Encart, qui est le théâtre du Prisme à Lille. Ça fait au moins 4 ou 5 textes qu'il me fait traduire pour lui. Et je suis vraiment assez ébahie par... Il a eu un sens, alors qu'il parle un anglais pas si bon que ça, il perçoit les choses de façon incroyable et il va pointer tout de suite. L'autre jour, je sais plus ce que c'est, je me souviens plus malheureusement de la réplique. Et j'avais ajouté, je sais pas pourquoi, j'avais ajouté un encore. Et lui me prend. Lui, il n'avait pas forcément le texte anglais à côté de lui, il questionnerait que le français. Il me dit, je la comprends pas cette réplique. Et je lui dis, mais c'est très simple. Je la relis, donc je lui explique, il me dit, mais je la comprends pas.
Et c'était basique, il n'y avait rien à... Et puis je vais voir l'anglais et j'avais ajouté encore, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de encore dans le texte anglais. Et je dis, mais je ne comprends pas, j'ai ajouté encore, t'as raison, il n'y a pas l'encore. Et on l'enlève l'encore, là, ok, je comprends. Et là, je me suis dit, d'accord. Et parce que lui, il est dramaturge, c'est-à-dire que même si je le fais, ce travail de dramaturgie, il y a un moment où peut-être l'expérience qu'il a, parce qu'ils avaient quand même travaillé avec les comédiens pendant une semaine. À lui, spontanément, quand il dit ça, il m'a dit, cette réplique, elle ne marchait pas. Et effectivement, j'avais interprété la réplique de cette façon, j'avais cru bon d'ajouter ça, et mon interprétation était fausse, et il l'avait pointé. Et une autre réplique, c'était vraiment tellement simple. Le personnage masculin disait au personnage féminin, je ne sais plus quoi te dire. Et là, c'est pareil, il me dit, ça veut dire quoi? Je ne sais plus quoi te dire, et tout Arnaud, ça veut dire ça, quoi. Et en fait, il voulait savoir tout ce qu'il y avait derrière cette réplique. Il me dit, tu ne veux pas demander à l'auteur? Je dis, c'est quand même ça a l'air un peu comme question, et bon, je vais demander à Duncan. Et là, l'auteur m'en répond une page entière. Il me dit, c'est formidable, c'est la réplique clé de la pièce. Ça, alors ça, j'avais passé un peu dessus. Donc là, il y a des collaborations qui se passent très bien, il y en a qui sont un peu plus malheureuses, où il faut se battre surtout, quoi. Avec les auteurs italiens, vous avez les mêmes expériences? On a des contacts, bien sûr, oui, quand on fait traduire les pièces. Bon, moi, je ne traduis pas vers le français, donc ce sont d'autres traducteurs qui traduisent pour la collection et pour notre projet, parce qu'en fait, on a un festival étudiant qui dure depuis 10 ans et on monte les mêmes pièces que nous éditons avec nos étudiants. Donc, on fait une expérience de théâtre universitaire avant de lancer les pièces dans le marché de l'édition. Et souvent, oui, on a des contacts avec les auteurs, on leur pose des questions. Souvent, quand il s'agit aussi de références culturelles, on ne leur pose pas forcément des questions pour résoudre un problème. On ne leur donne pas une solution, est-ce que tu voudrais qu'on fasse ça ou ça. Mais c'est vraiment pour connaître un petit peu où c'est la spécificité de certaines phrases, des répliques. Voilà, puis bon, avec le metteur en scène, nous c'est dans un autre contexte, donc on n'a pas de commande de metteur en scène, on fait avec le public qu'on a. Voilà, mais je trouvais très intéressant ce que vous disiez justement à propos de comprendre le texte avec les élèves. Bon, moi, avec les étudiants, c'est exactement la même chose parce qu'on les met en face du texte original. Nos étudiants le jouent en langue anglaise, allemande, espagnole, italienne, polonaise, arabe, portugaise et italienne. Et du coup, des fois, ils posent des vraies questions qui nous font après réfléchir sur le bien fondé de la traduction qu'on aurait éventuellement choisi. Donc il y a aussi un travail de plateau finalement qui aide à résoudre des problèmes de traduction des petits. Ce qui serait presque aussi une spécificité de la traduction de textes de théâtre. On n'imagine pas un traducteur de récits ou de poésie, il n'a pas de metteur en scène avec qui travailler. Ils peuvent travailler auteur-traducteur, mais vous avez cette dimension de mise en scène du texte qui fait que la traduction peut être aussi infléchie par ce troisième... Et par la collaboration avec plusieurs acteurs finalement, pas acteurs dans le sens théâtral, mais plusieurs participants au projet. Je pense que le traducteur de roman, le rôle est tenu par l'éditeur. Si un bon éditeur aura ce dialogue peut-être avec... de miroir. Je ne dirais peut-être pas la même chose pour la poésie. Qui pour certains côtés, elle rejoint aussi le théâtre. Ah oui, par la mise en voix, le rythme. Jeune femme qui fait On ne vous voit pas avec les désolée, ça ne va pas être trop pertinente parce que c'était pour la discussion précédente d'avant. Je prends en compte, je suis étudiante en traduction, je prends en compte l'oralité, les rythmes, les personnages, parce qu'ils ont des différentes personnalités. Du coup, aussi, Sarah, il doit être mise en place.
Mais j'ai une formation scientifique et je suis assez méthodique et j'ai parfois du mal à voir la limite entre ce qui est presque réécriture et ce qui est traduction. Ça, c'est une autre question. Sinon, j'ai un autre question. Sans exemple concret, parce que j'arrive pas trop à. Ou vous-même, où placez-vous la réécriture et la traduction? Il faudra un exemple concret pour pouvoir vous répondre. Là moi, c'est très difficile de répondre comme ça dans l'abstrait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous autorisez En gros, c'est peut-être ma limite, ma manque d'expérience qui me fait douter souvent de ce que j'ai traduit. Et je sais qu'effectivement, j'ai des contraintes à respecter par rapport au genre que je suis en train de traduire. Mais là, je me pose la question, parfois, si je trouve des solutions qui sont trop libres, quand je pourrais trouver quelque chose un peu moins libre. Je vais répondre En tant que prof de lycée, quand on aborde les réécritures justement avec les classes de L, pour moi, ce qui fait vraiment la différence, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'il y a une notion de jeu avec le texte. Et le jeu, il se fait dans l'écart par rapport au texte. On n'est pas que dans la recherche de restitution d'un sens. Quand on réécrit, au contraire, on joue avec le texte pour en faire autre chose. Donc on est à la fois dans une dynamique d'hommage, d'éloge envers, un auteur, un texte qu'on aime, mais en même temps dans une démarche de création personnelle qui trouve un terrain dans cet écart et dans ce jeu avec le texte premier. Alors que dans la traduction, je sais pas, moi j'ai juste l'expérience d'une élève qui a fait quelques versions en CAG et en espagnol, mais on cherche, on est dans une démarche de quête, et quand on trouve, on a la sensation d'avoir retrouvé le bon costume. C'est pas la même chose. Je pense à un exemple qui va peut-être aider à répondre à votre question, mais c'est pas du tout de la traduction théâtrale. Je pense aux 1001 nuits, traduite entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, par Antoine Galland, parce que ça n'est en aucun cas une traduction. C'est une adaptation, réécriture pour le public français du XVIIIe siècle. Et si on compare avec une des traductions qui a été faite au XXe siècle de Benchir et un Français qui est très connu, mais excusez-moi, j'ai un trou de mémoire épouvantable, on met les deux textes à côté, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le texte, la traduction de Galland, alors je ne parle même pas de celle de Mardrus, c'est encore autre chose, mais c'est vraiment une adaptation qui est passée au filtre d'une culture. La culture des salons, la culture du XVIIIe siècle. Quand Benchir retraduit les nuits, il est sourciste. Il revient à la source et au texte et on découvre autre chose et on est plongé dans un autre univers. Donc la réécriture, ça peut être traduttore et traditore. Merci. Voilà. Et pour un autre exemple qui répondrait aussi, récemment j'ai fait un colloque de traductologie. Vous pouvez traduire? On le dit toujours comme ça. C'est le genre de la spécialité. C'est très médical. Oui, ça fait presque peur. Mais justement, ça reprend mais en off, mais bref, c'était comme ça, il existe, il y a des traductologues, écoutez, c'est comme ça. Et il y avait justement cette traductrice italienne, alors qui était spécialiste du théâtre pour enfants, donc c'est la traductrice dont je te parlais tout à l'heure, qui avait créé une collection en Italie, et qui venait de traduire deux textes, un de Grimbert et Jean-Claude Grimbert et un texte de Nathalie Papin, je crois. Et elle se flagellait devant nous parce qu'elle nous citait une réplique de Grimbert où manifestement il avait pris deux mots qu'il avait associés uniquement pour des questions de rythme et de rime, c'était clair.
Et là, elle était, mon Dieu, je l'ai trahi, j'ai fait ça parce que j'ai été obligée de changer la référence pour créer la même chose avec un rythme. Et on était, mais justement, vous avez fait ce qu'il fallait. Arrêtez de vous flageller parce que si c'est horrible, j'ai pris des libertés, je me sens pas bien, c'est pas, je suis coupable, il va m'en vouloir. Et elle avait recréé en italien exactement la même chose. Alors évidemment, à mot pour ça, ne pouvait pas se correspondre, c'était évident. Et elle avait fait, à mon avis, le bon choix, puisqu'elle recréait les faits qu'elle produisait en italien. Était a priori, je ne connais pas si l'italien pour ça, mais exactement ce que cherchait Grimbert. Grimbert, il n'avait pas utilisé ces deux mots parce qu'il voulait que ce soit précisément le sens que ça véhicule. C'était clairement pour le rythme. Et alors, c'était terrible. Et nous, on était là en lui disant, mais non, mais vous avez tout compris à la traduction. On était plusieurs traducteurs face à elle. Et elle était effondrée. Et on ne comprenait pas pourquoi. On était en train de lui dire que justement. Et elle venait de dire, oui, mais ma communication universitaire ne tient pas la route. Elle avait tout basé là-dessus. C'était bien médical. Hein. Voilà, exactement. Et elle est partie, elle était presque là, c'était terrible. Mais dans la poursuite de ce qu'on vient de dire, et pour revenir à la question des sourcistes et des civiliers, civilistes, pardon. Soit de la langue source, de la culture source, du texte source ou du texte cible et de la langue cible. Pardon pour les lapsus, c'est un peu la fin de la journée. Qu'est-ce qu'on choisit et qu'est-ce qui guide nos choix? Actuellement, on voit énormément de nouvelles traductions de grands textes. Je vais citer, il y aura des traducteurs de théâtre et pas que, mais je pense au travail de Markovitch, au travail de Desprats, à de nouvelles traductions de Virginia Woolf, de Don Quichotte, etc. Et beaucoup. Dernière traduction de la Divine Comédie. Voilà. Ici, Kafka, Mark Twain, voilà. Et beaucoup de traductions d'auteurs Jack London actuels qui écrivent pour le théâtre. Qu'est-ce qu'on choisit? Pourquoi est-ce qu'on retraduit ces grands textes qui ont déjà été traduits, que nous avons aimés et appréciés, traduits par Victor Hugo ou Marguerite Yourcenar, on l'a cité tout à l'heure? Pourquoi les retraduire aujourd'hui? Et donc, du coup, comment est-ce que des traducteurs actuels peuvent s'engager dans ce travail de traduction de pièces écrites actuellement avec des auteurs en vie, comme vous le disiez tout à l'heure, et pour la jeunesse? Voilà. Quels sont les choix esthétiques, les choix de langue qui vont orienter votre travail, votre collaboration avec les auteurs? Cible, source, arrière-plan culturel, compréhension par le public récepteur, adulte, adolescent, jeune public et dans le monde entier, des pièces françaises traduites dans d'autres langues. Je crois que c'est un débat qui est toujours, y compris dans les colloques de traductologie, c'est quand même un débat qui anime les colonnes de revues littéraires, les échanges dans des festivals autour de ces questions. J'ai beaucoup de questions d'un coup. Si j'ai la réponse, Si je peux citer Umberto Eco, comme je dis souvent, traduction. C'est un peu banal, mais il a pointé le doigt sur quelque chose que les traducteurs savent, c'est que bizarrement la traduction vieillit et le texte source ne vieillit pas. Donc il y a cette nécessité apparemment de retraduire certains textes, notamment quand les traductions sont très anciennes, pour aller à la rencontre pas forcément de nouveaux goûts ou d'un nouveau public, mais tout simplement pour faciliter parfois la compréhension du texte source avec une langue qui n'est pas la même de première traduction. Bon, quand l'écart chronologique est très important, tout le monde peut le comprendre. Voilà, une traduction à la Renaissance de Machiavel, mais elle n'est peut-être pas très très compréhensible en français aujourd'hui. Il faudra peut-être un texte plus moderne.
Quand les traductions ne sont pas très, très éloignées, c'est tout un débat, effectivement, qui naît sur la pertinence de la retraduction des textes classiques. Moi, je ne suis pas trop partisane sur la nécessité de traduire pour un public, parce que voilà, le public a le droit d'avoir un texte qui soit le meilleur possible en traduction et pas un texte qui soit adapté à la catégorie dans laquelle on mettrait le public. Alors, il y a peut-être des petites différences qu'on peut faire, me semble-t-il, je dirais, entre les traductions pour la littérature d'enfance, notamment la petite enfance, ou la traduction pour les adultes, mais encore là, il y a des petites, éventuellement, différences. Enfin, moi, c'est mon opinion. Je ne pense pas que le traducteur soit enchaîné à une image d'un lecteur particulier. Je pense qu'en plus les jeunes sont assez sensibles à tout ce qui pourrait leur paraître racoleur, justement pour se mettre à leur portée, et qu'ils n'apprécient pas forcément ça. Et qu'au contraire, ils préfèrent avoir un premier niveau de difficulté qu'on va les aider à surmonter ensemble dans le dialogue, plutôt que de comprendre immédiatement quelque chose qui s'est mis à leur portée, mais qui leur semble un peu dévalué par rapport à la création première. Donc je suis pas dans l'idée de se mettre à la portée de la jeunesse. Je trouve que c'est presque un peu humiliant de le dire comme ça. Enfin, voilà. Et la question, on pourrait la poser à Séverine, parce que Séverine, tu as traduit quand même deux grands auteurs, donc Daniel Keane, par exemple, tu as traduit L'Apprenti, qui est pour le texte. Que Daniel Keane, on l'a rencontré, il avait écrit en pensant de toute façon jeune. Si le texte au départ est écrit pour la jeunesse. Et par exemple, tu as traduit Sarah Kane, voilà, ce sont deux extrêmes. Et dans ta tête, voilà, comment ça s'est passé comment ça s'est passé. Effectivement, je pense que la question de... Bien sûr, quand tu as traduit Sarah Kane, je ne pense pas que tu t'es dit, mais si jamais un public de 10 ans lit ça, comment tu t'es pas posé cette question? Oui, voilà, d'accord. Mais non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que d'emblée, un traducteur est un traducteur dans la mesure où l'auteur lui-même a sa propre liberté par rapport à le sujet, à la façon de... C'est l'auteur qui va induire, me semble... Oui, c'est l'auteur qui choisit son... En tout cas, je me parle par rapport au positionnement du théâtre contemporain. Voilà, en général, je choisis les textes que je traduis, et en général, je choisis les bons auteurs. Donc le travail est fait, je n'ai pas plus grand-chose. Il m'est arrivé de traduire des pièces un peu moins bonnes, et c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait de cette écriture qui, moi, ça me semble un peu... Donc qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas réécrit, parce que là ce serait trahir justement, mais tel que c'est, ça ne m'intéressait pas trop. J'ai de la chance, aussi bien Daniel Keane que Mike Kenny ou les autres auteurs dont on s'occupe, ils écrivent bien. Donc la question, Mike Kenny se l'est déjà posée, que ce soit à destination des enfants, il se l'est déjà posé, ça existe dans son texte. Et c'est destiné à mais lui-même ne fait pas non plus. De toute façon, il ne faut pas aller dans le sens de la facilité avec les enfants. Effectivement, il ne faut pas hésiter, dans certains textes de Mike, de créer des mots comme lui le fait. Et peut-être qu'avec des adultes, ça passerait pas si bien que ça. Et les enfants, ils adorent, et ils se l'approprient, et ils sont beaucoup plus curieux que nous. On peut se permettre aussi des choses, oui, qu'on ne se permettrait pas forcément. Et ça, c'est plutôt agréable. Après, sur la question de sourcis, siblis, je pense que, on ne va pas forcément en revenir, mais moi je suis plutôt sourciste, mais une fois de plus, par exemple sur tout un type de texte au théâtre, on ne peut pas de rester sourciste. Ce sont des comédies, quand l'enjeu n'est pas la langue et autre chose, où ce qui se joue, c'est la drôlerie, les situations, les soucis, en étant très très proche de l'anglais, ça tombe complètement à plat, là c'est ça que je transposais, donc il n'y a pas de loi, il se trouve que moi les textes que j'aime, s'intéressent à la langue avant tout. Et effectivement, par rapport à tout ce qui est retraduction, il y a plusieurs choses
qui joue, c'est qu'il y a la politique, enfin les choix de traduction, ça varie, on est beaucoup plus maintenant dans quelque chose de plus rigoureux. Il y a des traductions qui n'étaient pas, si on prend les traductions de Tennessee Williams des années 50, c'est tellement pas rigoureux qu'il y a des scènes entières qui ne sont pas traduites, mais encore mieux, il y a des scènes ajoutées par des traducteurs. Il y a certaines pièces où on dit, mais regarde, mais ça n'existe pas dans la pièce originale de Tennessee Williams. Non, les traducteurs avaient cru bon d'ajouter des répliques de leur cru. Oui, on demande d'une réception. Voilà, exactement. Donc ça c'est inouï. Donc là, effectivement, retraduire ces auteurs, c'est fondamental. On retraduit maintenant qu'une traduction vieillit, ça c'est une grande interrogation. Elle vieillit si justement, quand j'avais eu une grande discussion avec un collègue, qui traduisait justement une pièce pour adolescents, où il y avait des personnages adolescents. Il me dit, mais c'est super, j'ai 2 ados à la maison, je vais pouvoir m'en inspirer. Et je dis, mais Jean-Pierre, tu fais ça, dans 2 ans, c'est déjà fini, quoi. Le vocabulaire adolescent en ce moment, ils inventent tellement vite, ça va tellement vite que si tu la mets, dans 2 ans de traduction, elle ne tiendra plus la route. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors après, on peut aussi dire, en anglais c'est pareil, peut-être que l'auteur a écrit une langue qui fait que moi ça me gêne aussi quand des acteurs, c'est exactement ce que tu disais, il y a toute une série de textes en anglais notamment, mais pas seulement, dans plein de langues où l'auteur mime un parler adolescent. Et ça c'est insupportable. C'est-à-dire qu'il se met, c'est condescendant avec eux, on va parler à la manière d'eux, on va les toucher parce qu'on va parler comme eux. D'abord, ça ne leur plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de quel droit il se met à parler comme eux. Et ça va pas. De toute façon, ça passe très vite. C'est très gênant de traduire ça. Et voilà. Oui, non, ce que je voulais dire, c'était plus en tant que moi, alors, parce que, en tant que, oui, auteur, lecteur et acteur aussi, c'est-à-dire que moi, je me méfie, et si je devais me méfier d'un traducteur, ça ne m'est pas encore arrivé, ce serait un poète. Parce que, en tant qu'acteur et en tant que lecteur, pour moi, les pires traductions, et en tant qu'acteur, et on s'était partagé avec les metteurs en scène et les acteurs, sont celles des poètes. Par exemple, je pense à Yves Bonnefoy, qui traduit Hamlet, Le Roi Lear, je parle à Supervielle, je pense à Marcel Pagnol, puisqu'il était prof d'anglais, il a traduit aussi Shakespeare. Il y a eu plein d'auteurs, des grands auteurs. Bonnefoy, c'est un très grand auteur, Pagnol, c'est un très grand auteur. Jacques Côté, oui, mais je trouve que ça marche encore quand même pour le théâtre. Et je préfère vraiment des gens comme Desprats, par exemple, parce que Bonnefoy ou Supervielle, en fait, ils font leur monde sur celui d'un Shakespeare, en plus d'une langue qui est celle du XVIe siècle. Donc c'est très difficile en tant qu'interprète, on a beaucoup de mal à se situer. On voit bien que c'est joli, sans doute que ça veut dire plein de choses intelligentes, mais honnêtement, oui, Shakespeare là-dedans, je ne sais pas trop. Quand j'ai joué le conte, pas le conte d'hiver, le Marchand de Venise, c'était une nouvelle traduction, tu dois connaître Michel Lederer, comme ça. Michel Lederer Michel Lederer, merci. Qui venait donc de traduire Le Marchand de Venise. On l'a Pléiade, parce que Jean-Michel Desprats ne pouvait pas tout traduire. Voilà, et ça c'était il y a 7 ans, ou 8 ans, je ne sais plus. Pas un traducteur de théâtre. Il y a une fille qui est venue qui disait exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, si on me demandait par exemple, tiens, le passage va être traduit en italien, et on a un poète formidable, on a un formidable poète italien, et moi j'aurais plutôt peur, quoi, en disant c'est peut-être un formidable poète, mais est-ce qu'il ne va pas à un moment s'approprier une matière pour en faire finalement sa matière? J'aurais plus tendance à me confier à un traducteur de théâtre, parce que c'est, comme on le disait, c'est vraiment singulier sans doute, l'écriture de théâtre et la traduction de théâtre. Voilà, je me sentirais moins trahi, entre guillemets, en sachant que c'est forcément une trahison, pas forcément mal intentionnée, mais à partir du moment où on est traduit, évidemment, on accepte qu'il y ait de la perte et peut-être de nouvelles choses. Voilà, on compense, voilà. Mais j'irais plutôt vers un traducteur qui ne se revendique pas poète. Et justement, ça c'est une grande spécificité française. En Angleterre, je ne sais pas s'ils sont là. Voilà. Vous avez, nous, le traducteur, les Français, c'est l'exception française. Donc nous, on a la Maison Antoine Vitesse, qui est un centre international de traduction théâtrale. Il n'y a qu'en France que ça existe. On a l'équivalent dans aucun autre pays. Le traducteur essaye, on l'a plus ou moins reconnu. Et en Angleterre,
au théâtre en tout cas, très souvent, les traductions sont signées d'un auteur. Alors de toutes les langues, c'est-à-dire que McGuinness, il a pu traduire du suédois, du russe, de l'allemand, il ne parle pas toutes ces langues, c'est évident. Donc en général, ce qui est fait en Angleterre, c'est qu'il demande une traduction mot à mot, un traducteur un peu, on dirait tâcheron, il fait son premier travail, et ensuite, un auteur de théâtre. Alors c'est vrai que les pièces du coup sont très belles, enfin c'est belle, elles sont belles, il y a une écriture, mais ça devient du McGuinness et ça devient. Et là tout d'un coup il y a eu certains metteurs en scène français qui se sont dit ah mais c'est formidable, nous aussi ce serait bien plutôt que ces traducteurs qui ne sont pas des auteurs. C'est quand même terrible, on est quand même un peu auteur, il faut qu'on ait ce rapport à la langue et à la création de la langue, si on n'est pas traducteur. Et ils se disent, ce serait pareil, on va faire pareil. Donc ils avaient demandé à la maison de subventionner des traductions où un traducteur ferait un premier. Et puis après, ce serait signé par des auteurs. Nous, on s'est vraiment insurgé contre ça. C'est-à-dire que vous prenez vraiment des traducteurs pour des... normalement, on sait ce que c'est que la langue théâtrale. Et ça n'a pas pris en France, ça pas trop, ça existe encore, mais nous, on ne voulait pas ça, parce que le problème, c'est qu'après, je te viens d'un exemple, je l'avais fait quand même, ils avaient fait traduire une pièce d'un Irlandais par Serge Valetti, mais excusez-moi, alors à la fin, on fait une pièce marseillaise, on plus une pièce... Il a tellement une langue identifiée. Ça, c'est pas possible, la trahison, elle est vraiment là. Et voilà, donc il faut, traduire, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... Notre rêve, c'est une forme d'effacement total derrière la langue de l'auteur. Ça, c'est une grosse question. Mais comment on s'efface totalement? Voilà. On est souvent effacé parce qu'on oublie, on n'est pas dans les brochures, là on est très facilement effacé. Ça serait notre débat. Mais c'est vrai que alors que non, moi un jour quelqu'un ça m'avait vexé, m'a dit on les reconnaît ces traductions, je me dis mon Dieu, moi je ne suis pas du tout pareil. C'est ça qui m'avait un peu... Ah oui, quel que soit l'auteur, je traduis la... Non, je ne sais pas, il y a quelque chose, on sent quelque chose, donc ça m'a un peu rassuré, mais je ne sais pas tant. Mais les trahisons, ça résiste à l'épreuve du plateau aussi. Parce que, justement, est-ce qu'une traduction fidèle, elle passe pas mieux l'épreuve du plateau, de la qu'une trahison? Je sais pas, c'est la question que je me pose. On peut tout jouer. Parce que traiter les degrés de la trahison, mais on revient sur la langue. Parce que justement, ce que tu disais tout à l'heure, Ariane Yoshine est venue la semaine dernière à Toulouse, elle a parlé aux étudiants du conservatoire, tout ça, et elle leur disait qu'elle était folle de la traduction de Pierre-Jean Jouve de Macbeth. Et en fait, quand elle a essayé de le monter avec ses acteurs, ça n'est jamais, ça n'est pas du tout passé. Et elle a essayé pendant des mois et elle a renoncé. Elle a pris une traduction qui n'était pas une traduction poétique. Parce que ce sont des traductions littéraires. Ce sont des traductions littéraires qui doivent être très belles à lire, mais qui ne sont pas forcément pensées pour le plateau, pour la dimension organique. Après, je sais quand même Chiro, il a monté Hamlet à la traduction de Godefroy, je l'ai pas lu, c'était quand même très très C'était Chiro. Voilà. Une petite dernière question avant de nous séparer. Pourquoi, alors la question va vous sembler formulée de façon naïve, mais pourquoi traduire des textes de théâtre étrangers? Qu'est-ce qu'on veut transmettre en décidant de choisir de traduire des textes de théâtre étrangers? Alors, pas simplement pour faire connaître des auteurs étrangers, peut-être. Pourquoi faire étudier à ces classes, faire lire, monter des projets avec les élèves de textes d'auteurs étrangers? Que cherchez-vous à transmettre de vos différents métiers? Qu'est-ce que le récepteur attend en lisant, en jouant des pièces traduites? Pourquoi traduire? Pourquoi choisir ces œuvres-là derrière, parce que c'est savoir accueillir. Alors, excusez-moi, juste il nous reste 10 minutes. C'est parce qu'il y a les enfants de l'école Étienne Billiard qui lisent ce soir pour la grande fête du 1er juin, comme on a parlé tout à l'heure. Et effectivement, ils vont être en raccord. D'accord. Juste sur ce plateau. Un petit point. Non, mais c'était juste pour vous dire que vous avez 10 minutes pour répondre à la question. Je sais pas, c'est savoir accueillir pour moi. Savoir accueillir un texte, savoir accueillir une langue, une culture, ce qui avait été dit, c'est finalement savoir accueillir dans sa propre culture une autre culture. Donc c'est toute la dynamique d'ouverture
de l'enseignement, c'est aller vers l'autre, aller vers ce qu'on ne connaît pas sans avoir peur. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça. Pour nous, ça coule de source. Du moment où la collection, par exemple, est née dans le département des langues, on est tous des enseignants passionnés, mais nous connaissons nos cultures respectives ou les cultures que nous avons adoptées. Et des fois, on se dit, mais c'est formidable, il faut le faire connaître. Et du coup, il n'y a que le biais de la traduction et de la diffusion. Parce qu'il y a des textes qui appartiennent à une culture, mais qui ne sont pas... mais la culture n'est pas jalouse. Il faut le faire, il faut les faire connaître. Et on se rend compte que s'il s'agit de bons textes, qui ont quand même une portée un peu universelle, ils vont avoir leur place aussi dans une autre langue. Et ils peuvent très bien être compris, joués, utilisés à divers niveaux pédagogiques, universitaires et artistiques. Et donc, c'est une forme de générosité aussi de faire partager ce que nous connaissons vers une langue étrangère. Tout ça, moi j'avais beaucoup plus pragmatique. Si je ne les traduisais pas, j'aurais pas de travail. Ça, c'est plus sérieusement, je découvre toujours. J'ai la chance de lire des auteurs, enfin des textes formidables. Et ce qui est beau, c'est qu'après 25 ans de métier, quand tout d'un coup je tombe sur un texte avec une nouvelle écriture, quelque chose, j'ai envie de le traduire. Quoi, et je me dis, il faut le faire connaître, il faut faire. Je me dis, c'est pas possible, cet auteur, il faut d'autres le partagent. Et c'est pas uniquement par rapport à mon travail. Et ça devient une évidence et une envie. Et heureusement, ça c'est encore là. Et voilà. Et quand je vois certaines pièces de Baïkéni qui sont maintenant montées, enfin je sais pas, il y en a où c'est la 10e production mise en scène, manifestement le texte est bon et ce serait dommage de se priver de ces textes-là, tout simplement. Des bons textes, il faut les traduire parce qu'ils sont bons. Pour qu'on puisse les lire. Voilà. Non mais Shakespeare, Tchekhov, moi je parle pas le russe, c'est très mal l'anglais, je peux les lire quoi. Il n'y a que la traduction. Et donc pareil pour Sarah Kay, donc la traduction c'est quand même drôle. Je pense que les traductions sont les fruits de leurs époques aussi. Moi j'ai chez moi des vieux livres de O'Neill, par exemple, et les traductions j'aime beaucoup cet auteur, les premières de O'Neill, c'est illisible, parce que c'était peut-être un très bon traducteur à l'époque, je ne sais pas son nom, mais en fait il fait des anglicismes, il fait des francerismes, je sais pas quoi, et un petit peu comme tu disais avec l'exemple du bœuf bourguignon, on va mettre des termes très 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 français pour faire... Oui, et ça sonne terriblement faux, quoi. Mais la traduction, mettre côte à côte les traductions de la Pléiade des années 70 par François Victor Hugo, je crois, et d'un autre côté ce que fait Détra actuellement, je veux dire, on n'a plus. Oui, enfin, moi je me suis posé la question de quel côté. Parce que la langue a changé. La langue de François Victor Hugo n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Quand il traduit, comme on disait à midi, mais manant, maraud, drôle, fais place. C'était une réplique avant dans Jules César. Il dit drôle, fais place. On ne peut pas le dire sur scène aujourd'hui. Drôle, pour nous un drôle c'est un enfant, mais là pas du tout. C'est un gars qui veut s'interposer. Drôle, virgule, fait place. C'est très difficile. Intéressant aussi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à travers le texte traduit, alors déjà la première raison c'est parce que pourquoi traduire? Parce que sinon on ne les connaît jamais ces textes. Après tout, ça serait dommage de ne pas connaître toutes les langues. Non, malheureusement. Déjà, voilà, c'est ça. C'est un regret, mais c'est comme ça. Et donc, c'est sûrement moins bien que le texte original, mais c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Mais aussi, j'ai trouvé, et ça c'est vraiment... Ça peut arriver. Je reviens aux élèves un peu à travers le projet qu'on a expérimenté, et voilà, vous avez vu nos élèves tout à l'heure. C'est que travailler sur une traduction et en même temps sur des petits bouts de texte dans ma langue source, ça donne, en tout cas aux adolescents, la perception de ce qu'est un mot et de la polysémie, de tout ce qu'il y a de culturel autour, de tout ce que le mot traîne avec lui, à la fois dans une culture et en même temps pour chacun d'entre nous. Parce que combien de fois on a pu discuter avec nos élèves de « oui, non, mais ça, en fait, ça ne veut pas exactement dire ça. Mais, ah si, pour moi, ça veut dire ça. Ah ben non, mais ça ne veut pas dire. » Et ça, la langue apporte ça. Le fait
de traduire le choix du traducteur, des traductrices en l'occurrence qu'on a rencontrées, ont été questionnés par nos élèves qui ne sont que des collégiens, qui n'ont pas cette expérimentation-là. Ils ont pu prendre conscience de tout ce que ça implique un mot, et que c'est pas juste un outil pragmatique qui va toujours avoir le même sens et qui est comme un marteau, voilà. C'est plus qu'un outil de communication. Et au-delà du mot, c'est même comprendre en fait, moi je suis en français, et elle le disait tout à l'heure, du coup ça questionne leur rapport à la langue française aussi. Au-delà du mot, c'est aussi la ponctuation, c'est aussi des structures de phrases, et quand ils travaillent sur les deux langues en même temps, ils comprennent ce que ça veut dire faire un choix d'écriture pour produire un effet. Et il y a vraiment cette logique-là qui leur apparaît plus comme une chose scolaire, mais comme une chose vivante et qui leur fait comprendre. Qui leur donne eux du pouvoir sur les mots qu'ils vont employer. C'est plus juste le dictionnaire, c'est plus juste quelque chose qui est lointain. C'est aussi quelque chose qui est un outil et qui est. Eux, ils ont le choix de leurs mots. Et ça, je trouve que s'il y a une chose qu'a apporté ce projet à nos élèves, c'est ça. C'est pas mal quand même. Bravo. Et bien c'est 17h, donc place aux élèves qui vont venir sur ce plateau pour nous raconter ce soir. Alors moi je voudrais juste dire